Benjamin Patou, bonsoir. Frédéric Becbédé, bonsoir. Vous êtes le patron de plusieurs institutions parisiennes, La Pérouse, bien sûr, en tête, mais aussi Prunier, bientôt l'Auberge Bressane, le Lafayette et les autres, je n'ai pas encore le droit de les dire car vous êtes en cours de négociation pour d'autres acquisitions. Sans vous, cette émission serait clocharde, homeless, et moi-même, je serais probablement victime de malnutrition. Merci de nous offrir le gîte pour ces conversations depuis 4 ans, chaque semaine. Vous publiez Itinéraire d'un enfant raté aux éditions Fayard, livre qu'avant même de lire, j'aimais déjà. Mais pourquoi ce titre ? Votre réussite est éclatante. Pourquoi avez-vous choisi un titre qui déprécie votre itinéraire ? Alors, déjà, Itinéraire d'un enfant raté, c'est, comme chacun a compris, un hommage au film culte de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté, qui est un film complètement générationnel. Je pense que les gens de ma génération, c'est-à-dire entre 45 et 55 ans aujourd'hui, je pense qu'il y a des millions de gens, d'hommes et de femmes, d'ailleurs, qui considèrent L'Itinéraire d'un enfant gâté comme étant leur film culte. Donc déjà, c'est un hommage. Je raconte tout au long du livre la relation très particulière que j'ai avec Claude Lelouch. Et c'est vrai qu'entre l'enfant gâté et l'enfant raté, il n'y a qu'une lettre. C'est un jeu de mots, mais avec évidemment un message et une profondeur. C'est que je pense que, enfin, Itinéraire d'un enfant raté, en réalité, ce n'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire. C'est l'histoire de tout le monde. C'est votre histoire. Je pense que en nous, tout le monde a le sentiment d'avoir à un moment donné, dans son enfance, eu des traumatismes, des complexes, des empêchements, ces périodes de l'adolescence qui est très dure pour tout le monde, même pour les gens qui ont les vies les plus favorisées. Et donc, je pense que c'est un nom en réalité qui parle à tout le monde et qui est en cela beaucoup plus universel que simplement de ma propre histoire. Voilà. Après, j'ai eu mon parcours, mes chaos, mes failles, mes accidents, que vous pourrez que vous avez lu donc, tout au long du livre. Mais c'est vrai que voilà, l'enfance, c'est un moment clé dans une vie. Tout bon psychanalyste le sait. Et donc, j'avais envie d'avoir ce titre-là. Je trouve qu'il me correspond assez. C'est vrai que c'est risqué, c'est un titre risqué parce que je me dis qui va avoir envie de lire la vie d'un loser. C'est pas évident. Oui, mais c'est Mais pour ça que vous souriez. Vous souriez sur la couverture pour compenser le titre, en quelque bon, sorte. Voilà. pour contrebalancer. Voilà. Votre vie débute par un drame, la mort de votre mère quand vous aviez 8 ans. Que s'est-il passé ? Elle est tombée malade ? C'était un accident ? Ouais, malheureusement, une banalité très triste. Elle a eu un cancer, en fait. Et voilà, donc à l'époque, ça se soignait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Et donc malheureusement, voilà, elle est partie à cause du cancer. Beaucoup de grands hommes ont perdu leur mère très jeune. John Lennon, Paul McCartney, les deux, Bono, et puis Edgar Poe, Tolstoï également. Et le livre, au fond, a cette tragédie fondatrice qui vous sert de guide. Alors, c'est pas que je sois cruel, mais j'aimerais bien que vous nous lisiez le passage sur ce moment-là. C'est notre rubrique « Faisons chialer l'invité ». Alors, c'est le chapitre 1, c'est tout le début, puisque c'est vraiment ce qui explique ce titre et qui explique aussi votre énergie, en fait, à vouloir vous en sortir depuis ce moment-là. Alors je vais essayer, j'espère que je vais y arriver. Il est des traumatismes comme des valises. On les porte, on les trimballe, jusqu'au jour où on se décide enfin à les poser, et à défaut de s'en débarrasser, au moins en examiner le contenu et en faire quelque chose. Voilà ce qui pourrait résumer ma vie. L'entièreté du sens de mon existence. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher à l'enfance ou d'une humiliation au début de l'adolescence, les fractures perdurent tant qu'on nie le mal qu'elles engendrent. La douleur, en apparence souvent insurmontable, doit être ressentie. Arrive alors ce moment où ce qui effrayait, ou à tout le moins empêchait, enrichit une énergie,
voire une rage contenue mais inexorable qui pousse à tenir, à refuser de sombrer. On ne veut plus subir. On s'accroche et on se bat. Et les blessures d'antan deviennent un moteur, un accélérateur épuisant, mais puissant. Il n'est plus question de s'en sortir, mais de vivre sa meilleure vie, de brûler sa vie au sens noble du terme, et d'en faire profiter les siens. Les préserver des pires mots qui parfois surgissent d'entre les mots, car la sémantique n'est pas une chose à prendre à la légère. Prenez un enfant de 8 ans, dont la vie est par définition un long fleuve tranquille, et dites-lui qu'il a perdu sa mère. Il y a de grandes chances pour qu'il réponde naïvement. « Où ça ? Mais où ça ?» La question est à ce point désarmante qu'elle prête à sourire. Trait d'humour innocent, autorisant un court répit à l'interlocuteur dévasté qui, désireux de préserver la candeur de l'orphelin, se gardera bien de lui répondre, même avec douceur, au ciel ou nulle part. Elle est partie. Tu ne la reverras plus jamais. Pourtant, il aurait dû. Merci beaucoup, c'est très courageux de votre part. Vous dites que vous êtes construit sur des failles. Euh, et vous citez Léonard Cohen, qui a cette phrase magnifique. Les failles, c'est par là que la lumière peut entrer. Hein. C'est vrai qu'à ce moment de votre vie, vous avez vendu le groupe MoMA et vous avez acheté ou repris différents établissements. Vous êtes au sommet de la réussite, vous êtes à l'abri du besoin et vous avez ressenti le besoin maintenant, de publier ce livre-là. C'est ça ma question. Voilà, c'est pour ça que je me permets de creuser cette faille. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce geste très fort et de sortir aujourd'hui ce livre? Bon, d'abord, tout simplement, j'avais envie de raconter mon histoire, raconter cette histoire, qui, comme je l'ai dit juste avant, est pour moi une histoire en réalité beaucoup plus universelle qu'il n'y paraît. J'en avais besoin aussi, certainement. Ça fait longtemps que je considérais que j'ai vécu, je dirais, dans un déluge de chaos, une centrifugeuse. Il m'est arrivé, en toute modestie, il m'est arrivé tellement de choses, dans mon parcours, j'ai tellement d'anecdotes, tellement de plein de choses que j'avais besoin aussi de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Et c'est vrai qu'à la vente, du groupe, qui était la grande œuvre de ma vie, de mes 25 dernières années. Oui, le groupe MoMA, je précise, c'était 40 établissements, beaucoup dans la nuit parisienne, et vous étiez vraiment considéré comme un des rois de la nuit à Paris, avec votre ancien associé Laurent de Gourcuff, qui lui dirige Paris Society. Et c'est vrai que vous êtes, bah oui, je ne sais même pas comment on fait pour diriger 40 lieux en même temps. Surtout que quand on n'a aucune formation particulière et que c'est un peu comme si vous preniez un Boeing 747, comme dans le film, et qu'on vous met aux commandes et puis on dit démerde-toi pour le faire atterrir. C'était un peu ça ma vie tous les jours, mais c'est la vie de, je pense, beaucoup d'entrepreneurs autodidactes en réalité. Donc voilà, à la vente du groupe l'année dernière, je me suis retrouvé du jour au lendemain à ne plus rien faire. Et j'étais saisi de vertige, évidemment. C'est le cas de tout entrepreneur qui vend, ou même, je pense, de n'importe quelle personne qui est aux affaires de manière très intense et qui, du jour au lendemain, s'arrête. Je pense que le président Macron, dans quelques mois... dans quelques mois, écrira un livre. Oui, certainement. En tout cas, il ressentira puissance 1000, parce que oui, c'est encore une autre intensité. Mais ça participe du même phénomène. Donc, j'avais... ce temps, ce besoin de me poser. Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire mon parcours à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps, à mi-parcours. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de recul, c'est vrai que ça peut paraître toujours suspect de raconter sa vie à 48 ans, parce que, voilà, on se dit, mais ce garçon, c'est pas Elon Musk, il n'a pas réinventé le monde, et c'est pas... mais ma trajectoire, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'avais besoin et j'avais vraiment envie de la partager, parce que aussi, c'est ma vision du monde, mon regard sur le monde. Je suis père de 3 enfants et je vois aujourd'hui tous ces enfants de cette génération qui sont quand même, je pense, perdus et encore plus perdus que je ne pouvais l'être.
Et dans un monde de fous, dans un pays la France qu'on explique un pays injouable pour pouvoir entreprendre, dans lequel on peut strictement rien faire, et ben, mon message, plus modestement, est de dire, d'essayer de donner un tout petit peu d'espoir. Et je vais vous dire franchement, si tout mon livre est lu par ne serait-ce qu'un seul jeune, un seul gamin qui lit le livre, ce qui est chose rare aujourd'hui, les jeunes qui lisent, et qui a envie de se dire, mais en fait, moi, je sais rien faire, je suis perdu dans ce monde, je n'ai pas ma place, je sais même pas je ne peux même pas envisager un avenir lumineux et radieux. S'il lit mon livre et qu'à la fin, il se dit, ben, en fait, c'est un mode d'emploi, c'est un chemin à suivre, et qu'il le fait, et qui rentre notamment dans le métier de la restauration ou de l'événementiel grâce à ce livre, j'aurais réussi mon coup, tout simplement. Une seule personne Oui, suffira oui, non, bien sûr. à me rendre heureux. Oui, surtout que vous décrivez une enfance compliquée, d'une part parce que vous avez perdu votre mère, mais aussi parce que vous étiez un cancre à l'école, vous étiez quand même assez turbulent, et vous avez mal vécu votre adolescence aussi. Et puis en fait, à 15 ans, vous avez commencé à faire le métier dont tous les jeunes rêvent, disc jockey. Et au fond, si un jeune regarde l'émission, bah, sois disc jockey, c'est comme ça que tu pourras t'en sortir. C'est ça un des messages du livre. Parce que vous avez commencé à animer des soirées de copains. Ben, en l'occurrence, moi, ça a été le véhicule que j'ai emprunté, c'était celui de la musique, parce que j'adore la musique. La musique, c'est ma vie, hein. Je suis un passionné de musique. Et donc, voilà, ça s'est traduit par le fait d'être DJ. Alors, je précise qu'à l'époque, DJ, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous dites je vais être DJ, vous imaginez remplir des stades, voler en jet privé, être une star mondiale. DJ à l'époque, moi, c'était pouce-disque. On est de la même plus ou moins génération, Frédéric. Voilà, c'était pas un métier, c'était pas, enfin, sans faire offense, c'était pas un métier forcément glamour et ultra. Mais c'est vrai que j'ai pris conscience que en fait, je pouvais, moi, le petit Benjamin Patou de rien du tout, j'avais le pouvoir de rendre les gens heureux, de les faire danser, de les faire se marrer. Et en fonction du disque que j'allais mettre, je pouvais les plomber ou les rendre heureux. Oui, oui. Et alors, vous donnez d'ailleurs Et votre... vraiment, Ouais. et ça, à 15 ans et demi, bah c'était merveilleux, quoi, parce que je me suis dit, c'était une sorte d'addiction. Enfin, vous servez à quelque chose. Bah Et tout. oui. Alors, la playlist, vous dites la playlist de cette époque-là, Cypress Hill, enchaîné avec Jacques Brel, enchaîné avec Ray Charles, enchaîné avec Téléphone. Ça, c'est très éclectique, hein? Oui, mais ça marche très bien. Oui, oui. C'était le feu. Ah oui. Oui, c'est chez vous, vrai. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un point commun entre nous. Moi, j'ai créé le Cacas Club dans ces âges-là, à peu près. Et vous, c'était le club des enfants gâtés. C'était des soirées partout dans Paris. Et très vite, vous découvrez le pouvoir de la nuit et de la fête. C'est-à-dire que vous êtes à l'entrée de votre soirée et vous dites toi oui, toi non. Vous devenez important. Bah, je pense qu'en fait, on a plus d'un point commun. C'est vrai que vous avez aussi écrit Mémoire d'un jeune homme dérangé. Je pense que ça participe un peu avec l'itinéraire d'un enfant raté. On est à peu près dans le même registre. J'aurais pu dire itinéraire d'un enfant dérangé. Oui, alors moi, je l'ai fait à 24 ans. Hein. Vous, 48 ans, maintenant, il va falloir se mettre au boulot pour les suivants. Et bam! Oui, mais moi, j'ai pas voulu faire écrivain comme métier. Non, non, non. Non, mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites sur Claude Lelouch, parce que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés tous les deux, c'était à la Villa Barclay, un restaurant festif, qui était un des premiers restos festifs à Paris. Maintenant, il y en a plein. Et je me souviens, vous m'avez dit tout de suite que vous aviez une idole sur Terre, c'était Claude Lelouch. Et Claude Lelouch préface votre livre, c'est lui qui a écrit la préface. Vous êtes devenus amis, très proches, même associés au Club 13. Et expliquez-moi cette fascination. Pour tous les films de Claude Lelouch, les chapitres de votre livre sont des titres de films de Claude Lelouch. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un des plus grands rêves que j'ai eu la chance de réaliser dans ma vie. J'explique dans le livre, quand j'avais 13 ans, j'étais, comme beaucoup d'ados, seul à la maison. J'avais en tout cas le ressenti d'être souvent très très seul. Ma mère n'était plus là déjà depuis 5 ans. Et je suis tombé par hasard, en allumant la télé, sur Les uns et les autres, que j'ai revu d'ailleurs il y a 3 jours avec ma fille, que j'ai vu peut-être 10 ou 15 fois. Et c'est vrai que ce film m'a littéralement foudroyé.
j'ai pas compris ce qui m'était tombé dessus. Ça durait 3h15. Mais là, j'étais complètement en hallucination totale. Et c'est quoi? C'est l'aspect choral avec beaucoup de personnages qui se retrouvent, qui se croisent à travers le temps, à travers les époques? Je dis toujours, en parlant de Claude, que Claude, pour moi, c'est un mode d'emploi. Et je dis souvent qu'il m'a sauvé la vie dans le sens où sans le connaître, puisque je l'ai connu des années plus tard, comme un fan, en fait, de base, je leur raconte que je voulais absolument le rencontrer. Je raconte qu'en fait, c'est lui qui m'a sauvé la vie parce que quand vous regardez toute la filmographie des films de Claude Lelouch, vous avez à peu près toutes les réponses à tous les questionnements que vous pouvez avoir dans la vie. Tous les thèmes sont abordés. Et Claude, c'est un cinéaste de la vie. Il dit que lui, il observe la vie, il filme, il restitue. Et c'est vrai que quand vous avez une intelligence moyenne, vous n'avez aucun talent particulier, ce qui était mon cas, vous êtes quelqu'un de normal, quoi, comme, je sais pas, 99% des gens, c'est beau quand même qu'à 15 ans ou à 16 ans, 17 ans, quand vous êtes complètement paumé, vous avez quelqu'un qui vous montre et qui vous explique avec un langage que vous comprenez. Contrairement, voilà, Oui. la littérature peut procurer la même chose. Hein. Oui. Évidemment, je pense que quand vous lisez tout Balzac, toute la comédie humaine... Non, mais sans aller jusque-là. Oui, non, mais je veux dire, vous comprenez plein de choses sur non, la mais vie. c'est très... Voilà. Mais moi, en l'occurrence, c'était pas la littérature, même si j'ai lu mes classiques comme tout le monde, c'était Claude Lelouch. Et aujourd'hui encore, au fur et à mesure des étapes de ma vie, quand je revois les films de Claude que je revois en permanence, je les vois sous un autre angle à chaque fois. Et je découvre d'autres messages, et je découvre d'autres réalités en fonction de mon évolution. Et en fait, c'est vrai qu'il m'accompagne toute ma vie, il m'accompagnera toute ma vie. C'est très intéressant parce que quand on s'est rencontrés, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première conversation qu'on a eue sur Claude Lelouch, je me suis littéralement foutu de votre gueule. C'est vrai. Claude Lelouch était un cinéaste C'était dans le couloir. c'était un cinéaste vraiment très très sous-estimé par la critique, et vous m'avez convaincu de revoir ces films. J'ai revu Un homme et une femme, j'étais absolument bouleversé. Je rappelle que c'est la Palme d'Or à Cannes et un Oscar en 66. 2 Oscars. Vive pour vivre en 67 est un film sublime sur Yves Montand qui est amoureux de 2 femmes, un peu comme Jules et Jim, ou plus tard le film de Claude Sautet. Les choses de la vie. Non. Non. Oui. César et Rosalie. César et Rosalie, exactement. Et donc, il y a Yves Montand qui est amoureux d'Annie Girardot et de Candice Bergen. Bon, c'est un film vraiment à voir. Le Voyou, avec Jean-Louis Trintignant, en 70. Si vous revoyez L'Aventure, c'est l'aventure, qui date de 72, c'est vraiment un film sur la bande de potes, qui est aussi votre histoire, parce que vous aimez avoir une bande de potes autour de vous. Donc, je dirais... De très haut niveau intellectuel. Je le dis, j'avais tort, et je pense que toute la critique française de cinéma devrait revisiter son mépris pour Claude Lelouch, parce que c'est un cinéaste probablement plus important que Jean-Luc Godard. Parce que déjà, c'est quand même en grande majorité le cas. Aujourd'hui, il y a quand même... pour moi, excusez-moi, c'est comme on dit à Deauville, on dit « il pleut que pour les cons ». Bon... Pour moi, ceux qui ont considéré Claude Lelouch comme étant un cinéaste mineur, vous savez... ça a duré 40 ans. Sauf que vous savez que quand Stanley Kubrick enregistre Eyes Wide Shut, son dernier film, la veille du premier jour de tournage, il convoque Tom Cruise et Nicole Kidman, et Sidney Pollack, il les met dans la salle de cinéma, il leur projette La Bonne Année. Et il dit, je veux que vous ayez la même relation que Lino Ventura et Françoise Fabian. Quentin Tarantino, pareil, raconte... Les grands, les immenses cinéastes savent, tout le monde sait que Claude Lelouch est le plus grand des plus grands, ou un des plus grands des plus grands. Et donc, le critique de Télérama, bon... Non, mais pour préparer l'émission, parce que Claude Lelouch est central. Vous vous souvenez de cette phrase merveilleuse de Bernanos ? Les ratés ne vous rateront pas. Voilà. Non, mais... Donc, mais alors, intéressons-nous à Claude Lelouch un instant. C'est le cinéaste du too much. C'est-à-dire, ce qu'on lui reprochait, c'était au fond, dans ses films, il y a tout. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de la chanson, il y a des regards caméra, où tout d'un coup on parle à la caméra, il y a des improvisations, c'est son mode de faire, il y a souvent des scènes complètement improvisées. Tout d'un coup il a une lubie, il aime la boxe, il met de la boxe dans tous ses films, et puis après il passe à autre chose, dans les uns et les autres. Il y a un quart d'heure du Boléro de Ravel à la fin. C'est un cinéaste c'est-à-dire, au fond, il prend tellement de risques que souvent, il y a un chef-d'œuvre, mais parfois,
il y a un pudding écœurant et une mayonnaise qui ne prend pas. Ok. Ça arrive. Alors moi, je dis toujours que, déjà pour moi, je dis toujours il n'y a pas de Lelouch raté, contrairement à, enfin peut-être son fils spirituel, qui est un enfant raté, mais sinon il n'y a pas de film de Lelouch raté, premièrement. Et deuxièmement, je dis toujours que même dans les films de Claude qui sont peut-être moins bien, moins réussis que les autres, il y a toujours des pépites. Oui. Toujours. Oui. Vous aurez toujours 2, 3, 4 pépites incroyables de scènes, de dialogues, de choses qui vous mettent un uppercut. Et voilà, après, bon, on est 7 milliards d'humains sur Terre. On a, heureusement, mais bien sûr, mais à avoir la même, je dirais, admiration ce qui pour la m'intéresse, même c'est chose. comment il vous a guidé. Parce que revenons à cette histoire de bande de potes. C'est le réalisateur du charme, au fond. Et on a envie de vivre dans ces films. Certains de ces films, comme L'aventure, c'est l'aventure, on a vraiment envie de dîner avec Charles Gérard, avec Charles Denner, avec Belmondo, avec son pote Amidou, que j'ai pas connu, mais peut-être vous l'avez connu. Et en fait, vous, dans votre vie, vous improvisez comme ça des soupers avec une bande de copains. Ça m'arrive d'avoir la chance d'être là. Avec vous avez envie de vivre un peu comme dans un film de Lelouch. Est-ce que voilà, pour résumer, votre but était-il de devenir un personnage de Claude Lelouch? Mais totalement. Oui. Totalement. Et d'ailleurs, parce que quand on est jeune, et même quand on est moins jeune, même, on est très souvent influençable. La vérité, elle est là. On est influencé. Alors quand vous êtes jeune, vous tombez sur une mauvaise rencontre, vous allez être influencé de la mauvaise manière, ça peut vous amener dans les pires catastrophes. Et quand vous tombez sur une belle personne, vous allez être influencé pour le meilleur. Mais on est tous influençables. Souvent, l'expression, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, nana, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a tous une part en nous d'influençabilité. Voilà, moi j'ai de la chance, je suis tombé sur les uns et les autres. Et j'étais influençable. Et après, vous avez regardé toute la filmo. Oui, parce que j'étais hyper influençable et j'étais hyper influencé par Claude Lelouch. Et c'est vrai que dans mon livre, je raconte dans le chapitre de la rencontre avec Émilie, d'un homme et une femme, dans mon chapitre, je raconte l'anecdote véridique. Hein, tout est vrai dans le livre, tout est 100% vrai. Que j'ai déposé à la gare Montparnasse pour qu'elle rentre à Bordeaux et qu'à l'époque le train n'était pas en grande vitesse. Le TGV, c'était un TGV mais qui prenait du temps. J'ai pris ma voiture, je suis allé à 200 km/h et je suis arrivé à Bordeaux pour la récupérer parce qu'elle m'avait quitté juste avant que le train n'arrive. Elle m'a vu sur le quai de la gare, elle a halluciné et je l'ai récupéré. Oui, ça c'est vrai que c'est un geste comme dans... Mais c'est du copier-coller. Oui, d'un homme et une femme. C'est du plagiat même, d'un homme et une femme. Et Claude m'a appelé il y a 4 jours, il m'a appelé, il me dit, il a lu le livre, c'est mon premier lecteur, et il me dit des choses très gentilles. Il me dit, tu sais, t'as pris son livre, il ressemble à rien, tu parles un peu de tout. Il me dit, c'est une leçon de vie. J'ai pris une leçon de vie. Il me dit, voilà, j'ai adoré. J'ai dit, mais tu sais, Claude, mon livre, c'est ton héritage. Oui. C'est ton héritage. Après, peut-être qu'il pourrait l'adapter au cinéma. T'en fais ce que t'en veux. Ouais. C'est peut-être un des nombreux hommages. Il n'y a pas besoin du mien pour le satisfaire son égonérien. Mais c'est vrai que c'est totalement son héritage. Il vous compare d'ailleurs à Sam Lyon. Dans Itinéraire d'un enfant gâté, Belmondo s'appelle Sam Lyon. Mais enfin, c'est quand même un homme qui fait croire à sa femme qu'il est mort pour pouvoir refaire sa vie en Afrique. Non, là, vous prenez des raccourcis. Et là, je peux pas vous aller sur... Écoutez, non, c'est pas... C'est l'histoire du film. Oui, enfin, il fait se croire à ses enfants. C'est l'histoire d'un enfant gâté qui a voulu prendre un raccourci et qui s'est paumé. Voilà. C'est l'histoire d'un enfant gâté qui a cassé tous ses jouets. Et ces thèmes sont tellement universels, c'est pour ça qu'ils sont parlés à autant de gens, autant d'une génération, et que à mon avis, c'est un film complètement éternel, quoi, dans 50 ans, dans 100 ans. Le film n'a pas pris une ride. Donc évidemment, moi, je suis pas du tout là-dessus sur les mêmes thèmes que le fantasme de Claude à l'époque, quand il a fait le film, quand il a écrit le scénario. Mais c'est vrai qu'on a tous en nous cette idée de dire, j'en vais tout envoyer valser, quand on est sous pression, tous les gens dépendent de nous. Il faut que... C'était ça l'idée de Salomon, je crois. Hein. C'était de dire, mes enfants, en fait, ils m'aiment trop. Je suis trop important pour eux. Et il faut que je disparaisse pour qu'ils puissent éclore. Et en fait, mais ce qui est intéressant dans L'Itinéraire d'un enfant gâté,
C'est Que quand... vous avez vu 70 fois, hein. Ouais, C'est vrai ça? ouais, 70 fois, ouais. Et il y a encore un mois et demi, oui, je le regarde 2 fois par an. Oui, je m'en lasse pas. Voilà, c'est comme un livre de chevet, quoi. C'est un film de chevet. Ce qui est intéressant dans L'éternel dans l'enfant gâté, c'est que le héros, c'est Sam Lyon, bien sûr. Mais moi, je suis 50% Sam Lyon et 50% Richard Anconina. Parce que c'est aussi mon histoire, c'est même encore plus mon histoire, l'histoire de Al Duvillier dans l'itinéraire. C'est-à-dire que c'est le petit jeune qui vient de nulle part, alors, qui travaille dans la société de Victoria. Il est patineur pour ramasser les ordures. Il est viré parce qu'il se trimballe sa petite amie sur sur la machine, la trottinette électrique, au lieu de... Voilà. En fait, il se retrouve, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Comme moi, qui étais père code empaumé, il part en Afrique pour... Voilà, et c'est là où il tombe dans le lodge, il est serveur, et il tombe sur Sam Lyon, qui était son patron, mais qui était déclaré mort. Et en fait, il hallucine, il prend des photos pour essayer de le faire chanter, et puis c'est là où ils se rencontrent. Et après, il devient le fils spirituel de Sam Lyon, Jean-Paul Belmondo, et il vient aux manettes, et il épouse la fille de Jean-Paul. Donc en fait, c'est un petit garçon perdu, paumé, qui, par le hasard, ça c'est le grand thème, le louchien, hein, une fois de plus, le hasard, qui est le costume qu'emprunte Dieu pour circuler parmi les hommes, comme on dit, le hasard, qui le met sur la route de Sam Lyon, et qui fait qu'il passe du petit salarié viré avec une vie promis au néant, au patron d'une des plus grandes boîtes mondiales, marié avec Victoria Lyon, qui est magnifique. Donc c'est... Voilà, ça c'est... Moi, je me considère, entre guillemets, être 50-50. Un peu comme ça. Mais alors, vous êtes arménien par votre mère, normand par votre père, né à Neuilly-sur-Seine comme moi. Bah, en général, quand on dit qu'on est né à Neuilly-sur-Seine, il n'y a personne qui vous plaint et qui dit vous êtes un enfant raté. Vous êtes plutôt un fils d'une famille aisée financièrement, avec un père très séducteur, bon, très absent, beaucoup de belles-mères qui défilent. Vous êtes aussi le petit-neveu de Jean Patou, le grand couturier mort en 1936, qui fabriquait des parfums, les premiers parfums de luxe, hein, le célèbre Joy. Bref, on va pas, comment dire, on n'a pas envie de vous plaindre. Alors, expliquez comment on peut être malheureux à Neuilly-sur-Seine. Alors, c'est la dernière phrase de mon chapitre 2. Malgré tout le décor, toutes les facilités, tout le confort, tout le matériel, on ne peut pas être heureux quand on n'a pas de maman. Voilà, c'est ma chute. D'ailleurs, vous m'avez dit, quand vous avez lu le livre, phrase bouleversante, vous me l'avez envoyé par SMS en disant, a priori, vous avez bouleversé cette phrase. Bon, voilà, n'importe qui peut comprendre que vous avez beau être... que c'est pas ce qui compte, c'est pas le confort matériel. Alors, c'est facile à dire pour ceux qui, malheureusement, sont dans la grande détresse. J'ai tout à fait conscience d'être un privilégié, je l'assume totalement, je m'en excuse absolument pas. Mais c'est pas du tout le propos, quoi. Je veux dire, si l'argent faisait le bonheur, Frédéric, ça se saurait. Oui. Parlons de la marque Jean Patou, parce que vous avez essayé à un moment de récupérer cette marque qui appartient aujourd'hui à LVMH. C'est vrai que ce serait formidable. Là, à la Claude Lelouch, vous retrouveriez à la tête d'une marque de mode qui porte votre nom. Et non, c'est pas possible. Non, donc à défaut, j'ai ma fille qui va acheter le t-shirt avec marqué Patou en énorme et la casquette. Elle va acheter ça au Galeries Lafayette et on est très content comme ça. Ce qui séduit chez vous, c'est vrai, beaucoup de vos clients et de vos amis, c'est aussi que vous êtes comme dans la chanson J'aurais voulu être un artiste. On sent que vous auriez aimé, parce que souvent, vous aimez vous mettre au piano, vous avez organisé des concerts, vous faites, enfin, vos soirées, c'est un peu comme l'œuvre d'un artiste frustré. Est-ce que je me trompe? Et ce livre aussi, c'est pas juste un témoignage de plus ou un livre d'homme d'affaires comme il y en a plein. Généralement, ils sont pas invités chez moi, mais plutôt sur BFM Business. Là, il y a plus que ça. Vous avez été sincère, vous êtes beaucoup livré. Alors, c'est vrai. Mon père me disait toujours que j'étais l'artiste, entre guillemets, de la famille. Je pense que j'ai une vraie âme d'artiste. Mais malheureusement, je n'ai pas du tout le talent. Et Paul Valéry disait la main et le regard de l'artiste, l'une n'est rien sans l'autre. Voilà, malheureusement, moi, j'avais qu'un sur deux. J'avais la mentalité, le mindset de l'artiste, mais pas le talent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé ma vie à fréquenter les artistes pour vivre par procuration. Et c'est pour ça que j'aime autant les artistes,
parce que je me sens profondément de leur graine, voilà. C'est marrant parce que vous avez ce point commun avec Jean Castel, qui avait fondé la boîte Jean Castel. Castex. Non, pas Castex. Et c'est vrai préfère. qu'il aimait, c'était un catalyseur, c'est-à-dire qu'il aimait s'entourer de gens, je dirais pas plus brillants que lui, mais de gens qui étaient des artistes, que ce soit des gens de cinéma, de littérature. Même chose pour Gérald Nanty au Matisse Bar. Et ces personnes-là ont une importance dans une époque. Je pense que vous êtes dans cette famille-là. Bah, en fait, si vous voulez, je pense que, grosso modo, pour bien faire ce métier, comme tous les métiers du monde d'ailleurs, il faut être passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous voyez que le parti des problèmes des choses. Et c'est des métiers très durs, très, très violents, très, très contraignants. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Vous avez sacrifié beaucoup de... Par exemple, vous dites dans le livre, vous n'avez pas vu beaucoup vos enfants pendant des années parce que vous étiez tout le temps dehors, tout le temps, tous les soirs, en train de, Bah, de gérer tous ces je les endroits. ai vus beaucoup, mais peut-être pas aussi bien que j'aurais dû le faire, évidemment. Mais en tout cas, le point commun aux gens que vous avez cités, c'est la passion et l'amour du métier. Et l'amour de notre métier, c'est quoi en fait? On a tout notre dénominateur commun, c'est que notre plaisir, notre moteur même, c'est de donner du plaisir aux autres. C'est de réunir les gens, c'est faire des sourires, c'est créer des émotions. Et pour le faire bien, je pense qu'il faut être sincère. Et donc, c'est vrai que là-dessus, personne ne prendra jamais en défaut d'insincérité dans cette démarche. Oui, c'est vrai. Depuis le DJ de 15 ans, vous n'avez jamais cessé de vouloir faire rigoler les autres, réunir les gens aussi, je crois. Vous aimez que des gens différents se retrouvent ensemble et se parlent. C'est la dernière scène des uns et les autres. Ah bah Et voilà. ce que je l'explique dans le livre, c'est qu'effectivement, c'est là où je me suis dit, c'est le métier que je veux faire en fait. Faire rencontrer les gens autour de la musique, autour de l'art, avec des émotions. Et je ne savais pas à l'époque que ce métier avait un nom qui s'appelait l'événementiel. J'avais 13 ans. Mais c'est en ça que ce film a été si fondateur et a été autant aussi structurant pour moi, bien sûr. Et d'ailleurs, quand j'ai vendu l'année dernière le groupe, j'avais donc la possibilité de faire complètement autre chose, puisque je partais en fait, quasiment à zéro. J'ai réfléchi, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire autre chose. Et j'ai réfléchi à plein de choses qui pouvaient m'intéresser. Et puis quelques mois après, je me suis dit, en fait, je suis un irréductible. J'aime trop ce métier. Pourquoi j'irais faire autre chose? C'est le sang qui coule dans mes veines, quoi. J'aime ce métier profondément, sincèrement. Et en fait, pour moi, ça me fait hyper plaisir quand vous dites que ça se voit. Ah non, mais En je fait, pense et que c'est même et plus c'est communicatif. Donc, c'est vrai, c'était complètement l'idée, hein. Je vais vous dire, c'est même plus profond que ça. C'est que je pense qu'on est à une époque où on veut nous remplacer par des robots. Et en fait, votre force, c'est l'humain. Ce métier que vous faites, c'est un métier où on ne pourra jamais être remplacé par des robots. Peut-être que les écrivains seront remplacés par des robots, mais pas les gens qui ont besoin des gens. Pas les bouffons Non, mais les animateurs. la fraternité. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est ça, je pense que c'est constitutif de tous les gens qui ont des TDA, on appelle ça TDAH aujourd'hui, des troubles de l'attention forts. Moi, à l'époque, ça se diagnostiquait pas. Donc, donc je savais même pas que... Comment ça s'appelait? Je savais même pas théorie, on n'avait même pas mis le doigt dessus ni théorisé. Mais c'est vrai qu'on a cette faculté-là à compenser tout ce que l'on n'a pas en termes de rigueur, de capacité de concentration, de sérieux. On l'a sur l'autre terrain de l'émotion, de la sincérité, de l'âme. Et ces valeurs humaines, c'est ça. Bon, j'ai aucun mérite ni aucune fierté à ça, puisque je suis né comme ça. C'est juste ma nature, tout simple, voilà. Je récapitule votre carrière, donc de la Villa Barclay avec Bruce Merritt, que je salue au passage, jusqu'à La Pérouse et Prunier aujourd'hui. Alors, il s'est passé le Globo, le Bus Palladium, le Rasputin, l'Arc, le Noto, le Manco, le Lafayette, le Bœuf sur le Toit, le Club 13. Quel endroit vous a fait rêver le plus parmi tous ces lieux, s'il fallait en retenir un seul? Bon, je l'ai dit, théorisé, répété de nombreuses fois, c'est un secret pour personne. C'est l'endroit où nous trouvons aujourd'hui, Ah, Frédéric. ben oui, mais ça, c'est du faillotage. C'est pas du faillotage, c'est la vérité. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que ces conversations qui ont autant d'importance pour moi se déroulent chez La Pérouse. Je raconte cette anecdote qui est totalement exacte, comme toutes les autres. C'est un des premiers restaurants dans lequel j'ai travaillé, c'était La Pérouse, en 2000 et quelques, j'avais 20 ans, 23 ans, 22 ans.
Je suis rentré, j'ai ouvert la porte, je suis tombé, mais complètement, j'étais foudroyé par cet endroit où je me suis dit, en fait, si on croit à la réincarnation, si on croit au vivant intérieur, je me suis dit, en fait, cet endroit, je le connais. Je me sens chez moi. Et vous savez que c'est une maison hantée. Moi, j'ai rencontré Victor Hugo, Proust, Colette, la nuit dans les couloirs, je leur parle. Ben, je sais très bien que c'est une maison hantée. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un directeur de l'époque qui s'appelait Carlos, et qui était plus âgé que moi. Et j'ai dit, il me voit comme ça, sans parler. Et puis j'ai dit, un jour, mon rêve, ce serait d'être propriétaire de ce restaurant. Il me regarde, il me dit, oui, mon petit, bien sûr, va te changer là-bas, va au vestiaire. Bon, j'ai essayé voilà, c'est l'œuvre, ce restaurant, cette maison, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Ça m'a accompagné. Et donc, c'est vrai que c'est l'endroit, la maison dont je me sens le plus proche et dont, en quelque sorte, j'ai le plus d'affect, ouais, aucun doute. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre. Notamment, vous parlez des dîners clandestins pendant le Covid. Vous savez que c'est illégal. Hein. Pendant le Covid, vous avez, je vous dénonce ici, mais vous le faites dans le livre. Vous avez organisé pas mal de soupers la nuit dans la cave à vin où on venait discrètement et où on pouvait se réunir et faire la teuf pendant que c'était totalement interdit dans toute l'Europe. Vous n'avez pas honte d'avoir désobéi à la loi? Honte, non, parce qu'en réalité, j'essaie de l'écrire comme ça dans le livre, mais c'était pour moi que ce soit noble ou pas noble, que ce soit glorieux, peu glorieux, c'est un autre sujet. Mais c'était pour moi une bouée de secours, en fait, une béquille. Et en tant que restaurateur, en tant que fédérateur de moments, en tant que tout ce qu'on a raconté juste avant, moi, le Covid et le confinement, je l'ai extrêmement mal vécu. Enfin, c'était contradictoire dans le sens où j'étais en même temps très heureux de me retrouver en famille, dans le confinement avec ce que j'avais jamais pu faire, mais c'était très douloureux sur beaucoup d'autres aspects. Et en fait, c'était le deuxième confinement. Il y a les enfants allaient à l'école. Enfin, il y avait quand même déjà plus sociabilisé. Hein. On n'était pas tous enfermés. On avait déjà quand même un peu de recul sur l'état de dangerosité ou de létalité du virus. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin de me retrouver, sinon ma santé mentale, j'allais vraiment. Mais c'est une question de survie, quoi. Mais franchement, oui. Oui. Et pour moi, c'était notre métier qui n'était considéré comme étant un métier pas au rang des métiers essentiels, d'où le fait que c'était fermé. Alors, je précise quand même, puisque vous avez l'esprit mal tourné en posant cette question, que c'était que des amis, c'était évidemment totalement privé. Il n'y avait aucun personnel, puisque c'est Émilie qui préparait le plat, que je prenais des bouteilles de vin de chez moi. Et c'était un moment pour se retrouver. Oui, il y avait un côté de transgression. Oui, mais parce que c'est vrai. Bon, la peur de la mort. Beaucoup d'autres le faisaient, ce qui n'excuse Oui, rien. Oui, non, mais c'est vrai que bon, ça a été une période difficile et je l'écris dans le livre, c'est que je l'assume. Oui. Quels sont les critères pour réussir un endroit? Est-ce que c'est la clientèle? Est-ce que c'est avoir un bon public relation? Est-ce que c'est le cuisinier? Est-ce que c'est le décor? Quels sont les critères? Parce que vous avez quand même réussi pas mal de lancements de lieux. Alors, c'est une bonne question. Je pense que le critère, c'est d'avoir, pour réussir un endroit, c'est de créer une alchimie. Parce qu'en réalité, vous pouvez additionner et empiler toutes les stars, les talents. Ça ne fait pas une réussite obligatoirement. Et tant mieux. Parce que sinon, ça vous est arrivé de vous planter, d'ailleurs. Sûr, ouais. Plein de fois. Et on apprend toujours beaucoup plus de ses échecs, d'ailleurs, que de ses succès. Je crois que le plus important pour qu'un endroit fonctionne, c'est qu'il ait une âme et qu'il ait une promesse et que l'histoire que vous racontez, quelle que soit l'histoire que vous racontez, d'ailleurs que vous êtes un restaurant péruvien, un restaurant français, un petit bistrot franchois, un restaurant festif, peu importe, il faut que l'histoire que vous racontiez, quand les clients, les gens viennent sur place, ils retrouvent et que la promesse soit tenue. C'est valable pour beaucoup d'autres business. Il faut que la promesse soit tenue et nous, il faut que tout soit bien. Évidemment, un beau décor, une très bonne assiette puisqu'on a un métier de restauration,
une cuisine qui soit au bon rapport qualité-prix, ce concept que les gens ont un peu oublié, le rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que voilà, il faut que pour que l'endroit soit un succès, il faut qu'il ait sa place et qu'il faut qu'il ait son utilité dans le paysage, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, il est évident que le client peut switcher, peut très vite facilement vous oublier. Donc, il faut travailler durement, être toujours en remise en question, en remise en cause. Et je dirais avoir réfléchi, avoir intellectualisé le propos pour dire quelle est l'attente des gens, qu'est-ce que les clients ont envie, est-ce qu'ils ont envie voilà, quand vous êtes chez La Pérouse, quand ils arrivent dans cette maison historique, qu'est-ce qui doit aller avec, et après tout doit être aligné, Oui, et tout parce doit être que cohérent. Le succès, la clé du succès, c'est la cohérence. Quel que soit le produit que vous fassiez, quand vous faites McDo ou un fast-food, il faut que ce soit cohérent, et que ce soit cohérent par rapport au prix, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à la promesse qu'on vous propose, il faut qu'elle soit tenue. Castel, Régine, Hubert Boukobza ont fini ruinés, totalement ruinés, les trois. Hubert Boukobza, c'était le fondateur, le créateur des bains. Ça vous fait jamais peur, ça? Vous vous dites pas que c'est un métier dangereux aussi? Alors, déjà, il y a une énorme différence entre ceux que vous citez, qui sont vos héros, de votre construction intime, évidemment. Je sais très bien. Et moi, c'est que moi, je ne suis pas du tout un aubergiste, un roi de la nuit, un patron de nuit. Et moi, je suis un entrepreneur, si je peux dire Un homme d'affaires. un entrepreneur du divertissement, de la restauration. J'ai commencé par les boîtes de nuit, mais il y a des années, ça fait très longtemps que je ne fais plus de boîtes de nuit. Donc, contrairement à Régine ou Castel ou Hubert Boukobza, qui étaient eux des patrons de boîtes de nuit jusqu'à presque leur dernier souffle, moi, je suis absolument pas dans la même configuration. Moi, mon travail, je me réveille à 7 h le matin et je suis au bureau le matin à 9 h et je finis à 20 h comme un cadre supérieur. Je dirige une Oui, entreprise. peut-être vous êtes moins aussi jusqu'au boutiste c'est-à-dire que vous avez eu l'intelligence de savoir vendre le groupe au bon moment, comme Laurent de Gourcuff aussi d'ailleurs l'a fait, pour pas se retrouver sur la paille. Et je crois que vous êtes plus dans une génération qui sécurise un peu et qui ne bascule pas qui ne plonge pas dans la nuit. Non, mais quoi. disons que toutes les histoires sont différentes. Nous, on l'a fait effectivement différemment, sans être impliqué opérationnellement au quotidien comme les autres. On avait beaucoup de distance par rapport à ça, quand même. Beaucoup de distance à tous les niveaux, hein, physique, mais aussi même intellectuel. Moi, j'ai une vie de famille. Ça fait depuis 29 ans, je pars tous les week-ends à la campagne. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même configuration. Et c'est vrai que ce soit Laurent que vous citez ou moi, on l'a fait, je dirais, à une certaine intensité, à un certain niveau que les autres n'avaient pas du tout fait. Régine, Castel, ou Burgos, ils avaient une affaire, deux affaires. Nous, il y a eu des périodes où ils se sont développés, mais c'était généralement des échecs. Non, puis c'était autre chose. Genre, nous, on a vraiment essayé de construire un truc solide, important, en tout cas en termes de volume. C'est notre approche. C'est une toute autre approche. À propos de Laurent de Gourcuff. Ce qui ne veut pas dire qu'on finira par ruiner. Hein. Non. C'est intéressant parce que vous faites le point sur votre relation. Donc, vous avez créé ensemble beaucoup d'endroits. Vous étiez très proches dans votre jeunesse. Puis, vous vous êtes éloignés. Après, on s'est amusé à vous opposer comme un peu Bernard Arnault et François Pinault, les deux rois de la night, frères ennemis et tout ça. Et là, vous apaisez les choses dans le livre. C'est assez... c'est maintenant, vous êtes un peu... je dirais pas réconcilié, mais enfin apaisé. Vous me faites penser en fait à, vous savez, la série Amicalement Vôtre, Danny Wilde et Brett Sinclair. C'est un peu ça. C'est un article d'un c'est vrai. D'un magazine très très important qui avait fait un article qui avait dit ça. C'est-à-dire que vous êtes Inamicalement Vôtre, c'était le nom de l'article. Ah oui, d'accord. Mais vous seriez plutôt l'irrationnel, c'est-à-dire Danny Wilde, l'américain, et Laurent est plus rationnel, peut-être plus sérieux. Oui. On a nos personnalités différentes, mais pour répondre à votre question, déjà, je peux pas parler pour lui, mais pour moi, je considère qu'on mûrit, on est allé très loin dans cette escalade, et que en fait, avec l'âge, on tend vers plus de sagesse. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut apaiser. Je vais pas passer ma vie, j'avais envie de mettre mon énergie dans des choses plus nobles,
que cette concurrence. Mais en fin de compte, cette concurrence, elle vous a aussi aidé, parce que ça vous a motivé, le fait d'avoir un compétiteur. Vous savez, peut-être c'était bien. Vous savez, je le dis dans le livre, c'est dans la vie, en fait, il y en a un qui a toujours raison, c'est le juste milieu. Celui-là, il trahit jamais. On ne peut jamais avoir tort avec le juste milieu. Donc, la concurrence, c'était extrêmement positif, jusqu'à une certaine mesure. Il faut toujours rester dans le bon dosage. Bon, là, il y a eu des excès, il y a eu des dérapages. Aujourd'hui, c'est vrai que je considère que voilà, les choses sont apaisées et on est passé à autre chose. Enfin, je suis sincèrement, en tout cas, on n'est pas passé à autre chose. Et je vous le dis, une petite confidence entre amis, on vit beaucoup mieux quand on est apaisé. Oui. Quand on met la colère, la haine, toutes ces choses qui en réalité vous consument. C'est formidable de pouvoir s'en débarrasser. Il y a un jeu dans mon émission qui est Devine tes citations, vous connaissez. Alors, comme vous n'avez écrit qu'un livre, le jeu, ça va être de deviner. Je vous lis des phrases, vous devez deviner si elle est de vous ou de Claude Lelouch. Ça va être facile. On va voir. Parce que tout est de Claude Lelouch. Alors. Même mes phrases. On va voir. La vie est un mélange d'amour, de chaos, de musique, de rencontres improbables et de secondes chances. Benjamin Patou. C'est de Benjamin Patou dans Itinéraire d'un enfant raté, 2026, bravo. Une autre phrase. Les femmes, c'est comme les billets de banque. Quand on n'en a pas, on ne pense qu'à ça. Alors, c'est pas moi, ça c'est sûr. Dans quel film de Claude Lelouch quelqu'un dit ça? Je suis en général assez imbattable, mais là, vous me collez. Les femmes, c'est comme les billets de banque. Quand on n'en a pas, on ne pense qu'à ça. C'est la bonne année. La bonne année, ouais. J'aurais dû y penser parce que banque, braquage, casse, oui, voilà, j'aurais dû y penser. Oui. La vie, c'est une longue répétition pour un spectacle qu'on ne joue qu'une fois. C'est Claude Lelouch. Oui, c'est Claude Lelouch. C'est dans Itinéraire d'un enfant gâté, 1988. Autre phrase. Est-ce que c'est de vous ou de Claude? Je veux réunir les gens. C'est de moi. Oui. C'est de vous dans le dernier livre, dans le premier et le dernier. Le dernier. Une autre. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il pourrait être et qui se disent pourquoi pas. Toujours Claude. Ouais. Dans quel film? Toute une vie. Itinéraire d'un enfant gâté. Pourtant, vous l'avez vu 70 fois. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans? Non, vous trompez. Ah bah alors je me suis trompé. Oui, bien sûr que vous vous trompez. Ah oui, je me suis trompé. Je connais tous les dialogues par cœur. Ah oui, mais alors là, ça n'est pas dedans. J'ai trouvé ça... oui, alors ça, c'est ChatGPT qui vous a encore induit en erreur. C'est ma faute. Vous feriez mieux d'arrêter de répéter, de préparer vos émissions avec ChatGPT. Non, c'est pas du tout ça, c'est un autre... Vous êtes pris en flagrant délit. Non, c'est les citations. J'ai fait les citations de Claude Lelouch. C'est sur ChatGPT. Elle est très belle pourtant, cette phrase. Hein. Alors, allons-y. C'est de vous ou de Claude? Mes bulletins scolaires étaient des catastrophes naturelles. De moi. Vous étiez donc... en fait, on vous a mis dans un pensionnat qui s'appelle Passy-Buzinval. Et j'ai reçu beaucoup de gens dans cette émission qui parlaient de leur enfance dans les pensionnats. Et ça, vous avez vraiment détesté cet endroit, Passy-Buzinval. Moi, j'étais pas en pension, j'étais là-bas, en pension, un pensionnat, mais j'étais en demi-pension. Je rentrais le soir et je partais très tôt le matin. Ça s'est quand même très mal passé. Oui, j'étais super malheureux, en fait. J'étais très malheureux, très complexé, très seul, très perdu. Les élèves étaient... vous harcelaient ou... Non, j'ai jamais été harcelé parce que j'ai toujours eu ma personnalité quand même. Mais ma personnalité. Non, mais c'est vrai. Je suis pas une victime. Oui. J'ai jamais été une victime. C'est juste que les élèves, ils étaient comme ils sont, quoi. C'est-à-dire qu'ils traçaient leur vie et que c'est moi qui étais en décalage. Eux, ils n'étaient pas particulièrement méchants à mon encontre, ni pervers, ni tordu. C'est juste que moi, j'étais là comme j'étais même pas acteur, j'étais spectateur et je errais comme ça. Et c'était, oui, puis j'ai vécu comme beaucoup, mais beaucoup on est des millions, je pense, à avoir vécu pareil, des humiliations, des frustrations, des complexes. C'est hyper difficile, l'adolescence. À un moment où... Je pense que à 70 millions de Français, tout le monde pourrait écrire un livre sur son adolescence.
Vous, par Euh, exemple, à l'époque, vous n'aviez pas la barbe, vous racontez souvent que vous étiez un peu c'est vrai que la d'un barbe m'a physique beaucoup... Merci disgracieux, beaucoup, que vous merci. étiez très complexé par Merci votre de le physique, rappeler, oui. que les filles ne vous regardaient pas. La barbe Et vous avez est un écrit peut-être avantage. 20 livres sur le sujet. Ouais, c'est vrai que Vous rend plus beau quand on a gosse. un menton en galoche, la barbe corrige ce Ouais. défaut. Autre phrase. Le succès, c'est d'avoir ce qu'on aime. Le bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. C'est moi? Non, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Non. Moi, je me suis encore trompé. Bah ouais. Bon, elle est bien quand même. Elle est superbe. C'est une phrase de Claude Lelouch. Ouais, super. Bah oui. Euh, Présumé, enfin, oui. attribué à Claude Lelouch. Mais c'est pas dans l'itinéraire, ça. Et enfin, qui a dit ça? Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Ça, c'est quelqu'un que que je respecte beaucoup, c'est Vincent Bolloré. C'est Vincent Bolloré, oui. Et j'aime beaucoup cette phrase, je la trouve super marrante. C'est vrai. Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Quand on a un mauvais papier, quand on a un mauvais article, Eh oui. c'est pas très grave, c'est assez juste. Et merci beaucoup. Alors, on passe au questionnaire. Bon, alors, comme vous n'avez écrit qu'un livre, je me suis dit que c'était peut-être plus amusant de faire le questionnaire, un nouveau questionnaire que j'ai écrit spécialement pour vous, le questionnaire du roi de la nuit. Donc, que je ne suis pas. Donc, Que- comme j'essaie de vous que- expliquer pendant... Que vous toute avez, l'émission. que vous avez été. Bon, quel est votre restaurant préféré dans le monde? Et vous n'avez pas le droit de citer un de vos établissements, bien sûr. D'accord. Alors, pour le cadre, je dirais que c'est le restaurant du Cap Créus à Cadaqués, qui est perché en haut du phare, le restaurant du phare, qui est un endroit du bout du monde. Et c'est un endroit que je trouve les plus beaux. Pas pour l'assiette, mais en tout cas pour le cadre. Pour la vue, hein. Ouais. Quelle a été la plus belle fête de votre vie? Bah, je suis obligé de dire mon mariage, hein, parce que sinon, j'aurai des problèmes avec Émilie. C'était il y a combien de temps? C'était en 2003, Ah oui, il y a 23 ans. On a fêté les 20 ans de mariage il y a 3 ans. Et c'était où? Vous savez, puis était là. Non, mais je sais où était l'anniversaire, mais je n'étais Là, pas à c'était votre au même endroit. mariage. C'était la même chose, au même endroit. Ah oui, à Cadaqués, donc à côté de Ouais, Cadaqués. ouais, exactement. Qui est le meilleur DJ de France? Alors, je vais vous dire, c'est pas Vous employez pas mal de DJ. Oui, mais je suis pas là-dedans. Moi, parlez-moi de musique classique. Parlez-moi, quel est le meilleur, plus grand compositeur de l'histoire? Quel est le plus grand interprète de l'histoire? Je peux vous répondre, mais le DJ, Non? je suis D'accord. incapable de vous dire. Qui est le meilleur chef en France? Alors, Vous allez vous fâcher avec plein de gens, mais oui. c'est pas grave. Bah, allez-y. pour moi, le meilleur chef, bon, il y a les grands techniciens, les stars, techniquement, qui sont à des niveaux stratosphériques. Ça, c'est un critère. Mais moi, pour moi, le plus grand chef, c'est ceux qui me donnent le plus d'émotion, en fait, quand j'y vais dans leur cuisine. Et en fait, ça c'est beaucoup lié à des moments, en réalité. Donc moi, j'ai un chef que j'adore, qui est français, mais qui n'est pas en France, qui est Romain Fornel, qui est le chef avec qui je travaille d'ailleurs, qui a un restaurant étoilé qui s'appelle Kaelis à Barcelone. Et ça me procure une émotion, voilà. Mais Très, pourquoi? très Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire. Je trouve que tout est précis, tout est juste, tout est épuré. Il y a pas de toutes les fioritures techniques. Voilà. Après, il y a des immenses chefs qui sont. Vous en avez fait travailler pas mal, hein. Jean-François Piège, par exemple, Oui. et de mon point de vue, un des plus grands chefs, un des plus grands génies de la cuisine française. Mais il y en a plein. Quel est le son pour remplir le dance floor immédiatement? Là, maintenant, vous mettez cette musique. Stay on the World. C'est quoi ça? Stay in the world. Stay on the World. Ça n'existe pas. Bah si. We are the world, je connais. Joubert Sisters. Ah, avec les enfants qui chantent là. Ah oui, ça marche toujours. Ouais. 100%. D'accord. Ton plat Il y a Joey préféré, Starr ça? qui danse dans le film Police de Mai Wen sur cette musique. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Mais je comprenais. Qui est une scène mythique. Mais ça doit pas être ça le vrai titre. Si. Stay on the world. Si. C'est pas ça du tout. Hein. C'est Je dis ça. n'importe quoi. Oui, ok. Si. Standing on the world. Non, ok. Votre plat préféré sur Terre? Un plat. Le bœuf Wellington. Ah, bien sûr, servi chez La Pérouse. Évidemment. On peut pas s'en empêcher. Mais non, c'est pas ça. C'est pas un hasard. C'est parce que c'est mon plat préféré. Oui. Et que quand je me suis plongé dans les archives de La Pérouse, j'ai découvert que c'est ce plat qui avait été servi à Winston Churchill quand il est venu en mai 40
déjeuner, faire l'aller-retour en 24 heures pour aller convaincre, supplier Paul Reynaud, président du Conseil français, de ne pas capituler et de tenir au maximum contre les Allemands, qui sont venus déjeuner chez la Pérouse, c'est historique, répertorié partout. On leur a servi un bœuf Wellington. Et j'ai dit, c'est incroyable. C'est, pour expliquer, c'est un rôti de bœuf en croûte qui est absolument délicieux, mais très cher. Votre pire souvenir de fiesta? Alors, tu n'as pas le droit d'être avec moi. Non, ça c'est pour après. Alors, c'était quand j'étais organisateur de soirée. J'organisais une soirée au Privilège en dessous du Palace avec mon meilleur ami Gilles Paquet-Brenner. Et c'était Cathy et David Guetta qui s'occupaient du club et on nous avait confié un samedi. On avait fait un carton, on se croyait très intéressant, très malin, avec la banane d'Andy Warhol, la banane jaune là, des Velvet Underground. Et le texte était Bernard Patou, Gilles Paquet-Brenner se sont réunis pour se prendre une. Et il y avait la photo de la banane. On trouvait ça très marrant pour faire un peu d'autodérision à la mode Frédéric Becbédé, quoi, un Cacas Club, quoi. Et là, donc, on est 1h30 du matin, on est au Privilège, un samedi soir, la salle est vide. Je suis avec Gilles à notre table parce qu'on avait notre bouteille négociée gratuite. Et là, on voit dans les escaliers qui descendent du palace, ouvrir la porte, rouvrir, et David et Cathy Guetta qui arrivent. Ils arrivent, vraiment, mais véridique, hein, ils arrivent, ils regardent la salle qui est vide. Cathy prend le carton, elle lit le carton, se prend une banane, comme ça. Et là, je vous promets que c'est vrai, on s'est mis à quatre pattes avec Gilles, on a rampé sous les banquettes pour pas qu'ils nous voient, et on est parti par la sortie de secours. Vous croyez que c'est Cathy, qui est une amie que j'adore, je crois qu'à chaque fois que je la vois, elle raconte on reparle de cette histoire. Mais pourquoi personne n'est venu? À cause du carton? Parce que l'invitation? Non, parce qu'on était. Pourquoi personne n'est venu? Parce qu'on nous est arrivé d'être très mauvais dans ce qu'on a fait. Vous me demandez si j'avais eu des échecs. Non, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échecs. Et notamment, j'ai pris un bide. On a pris un bide. Comme un cinéaste qui fait un film, qui prend un bide. Bon, voilà. Et ça, c'était vraiment un souvenir. C'est horrible. C'est très drôle, mais c'était pathétique. C'était vraiment les losers pathétiques. On est parti en rampant par la sortie de secours. Tellement on avait honte d'affronter leur regard et à quel point on n'assumait pas. On était honteux, quoi. Qui faut-il inviter pour qu'une soirée prenne feu? Antoine Duléry. Ah oui. C'est le meilleur. Antoine, c'est mon ami. C'est un pilier de notre bande. C'est Charles Gérard dans l'aventure. Antoine, il est là de tous les combats. Quel que soit votre état d'humeur, il est merveilleux. Hein, il sauve toutes les situations. Et quand on est bien, et on est encore mieux. Et quand on n'est pas bien, on est bien. C'est le meilleur médicament. C'est Antoine Duléry. Il devrait être remboursé par la Sécu. Voilà. Qui faut-il refuser absolument à l'entrée pour que la soirée soit réussie? Octave Parango. D'accord. Lui, il vaut mieux le laisser dehors. Et enfin, quelle est votre drogue préférée? L'amour. Merci beaucoup, Benjamin Patou. C'était très gentil de nous recevoir depuis 4 ans et de venir ce soir. Itinéraire d'un enfant raté, je vous ordonne de lire ce livre. C'est un parcours de vie, c'est l'histoire d'un survivant. C'est aux éditions Fayard. Oh là là, j'ai reçu un auteur Fayard. Et c'est un chef-d'œuvre. Oh mon Dieu, et c'est un chef-d'œuvre, bien sûr. Et n'oubliez pas, lisez des livres et faites la fête, sinon vous allez mourir idiot. Bonsoir. Ça va? Il est bien, le taulier? Il est pas mal.